Bonjour Sylvain, merci à toi d'avoir accepté de répondre à mes questions. Bonjour Chloé. L'objet de cet entretien est de faire connaître ton travail, de revenir sur ton parcours, tes livres, de mettre en lumière les problématiques, les champs d'investigation vers lesquels tu t'es aventuré et le rôle que tu as joué dans l'organisation d'un réseau en histoire des idées linguistiques. Peux-tu nous dire en quelques mots quelle a été ta formation et quand tu as commencé à t'intéresser aux questions relatives au langage? Alors ma formation est très simple. J'ai fait des classes préparatoires et je me suis spécialisé en philosophie. Et j'ai en même temps fait des études de linguistique parce qu'il se trouve que ma copine était une linguiste. Alors, pourquoi est-ce que je me suis intéressé au langage? D'abord, le langage, c'était le thème du concours d'entrée en philosophie à l'école. J'ai commencé très tôt et très tôt j'ai suivi les conseils de De Santi, mon maître en philosophie, qui nous disait qu'on ne pouvait parler d'une discipline qu'à condition d'être installé dans la discipline. Donc j'ai fait mes études de linguistique, mais dans le but d'élaborer une réflexion sur la discipline, pas dans le but d'aller décrire des langues inconnues. Alors pourquoi s'intéresser à l'histoire des idées linguistiques? À l'époque, il y avait une espèce de koiné même chez ceux qui faisaient de l'histoire, je dirais même a fortiori chez ceux qui faisaient de l'histoire, qui consistait à dire qu'il y avait des ruptures épistémologiques qui étaient un petit peu comme des changements de gestalt, et que finalement, la linguistique était née avec Ferdinand de Saussure, ça avait été une rupture épistémologique, il y avait un avant et un après. L'avant, c'était des balbutiements, l'après, c'était de la science. C'est une thèse qui m'a paru toujours complètement erronée et tenir tout simplement à l'ignorance des gens qui la soutenaient. Par conséquent, je me suis attaqué à cette question de deux points de vue. D'un point de vue de philosophe, qui trouvait que cette histoire des ruptures épistémologiques était tout à fait surfaite. Et quand je relis aujourd'hui les textes de Bachelard sur cette question, je pense que c'était encore bien plus surfait que je ne le croyais à l'époque. Et deuxièmement, parce qu'il me paraissait quand même impossible que ce travail considérable des grammairiens grecs, par exemple, ait pu se trouver en dehors de la science, alors que n'importe quel petit maître de conférence de la Sorbonne développait le chemin royal vers la connaissance du langage. Donc je me suis mis à travailler sur cette question et comme j'ai un tempérament qui me pousse à organiser les choses, j'ai entraîné des tas de gens et ça a donné quand même une connaissance assez poussée de ce qu'a été le développement des connaissances linguistiques, dont il est à peu près clair quand même que c'est une des plus vieilles disciplines de l'histoire de l'humanité. Voilà, grosso modo, donc, bon, philosophe traditionnel, hein, j'ai même enseigné la philosophie au lycée, hein, comme prof agrégé, avant de rentrer au CDRS en section sciences du langage, c'est-à-dire philosophe des sciences aussi. Hein, l'idée que on doit essayer d'analyser le processus par lequel on construit des connaissances, comment elles se stabilisent, par quel protocole elles se vérifient et coagulent dans ce qu'on appelle une science. Et j'ai toujours soutenu que les sciences du langage étaient des sciences à part entière et qui étaient tout à fait superficielles d'essayer d'expliquer qu'elles étaient nées récemment. Pourrais-tu nous en dire un peu plus sur Jean Toussaint de Santi?
Jean Toussaint de Santi, ancien élève de la rue d'Ulm, donc un élève de Cavaillès. C'était toute une tradition de l'épistémologie française, adhérent au Parti communiste lorsqu'il était encore élève à l'école, qui a été à un moment presque au comité central et qui s'en est retiré sur la pointe des pieds en 1956, compte tenu des événements que l'on connaît bien. Mais comment dirais-je, c'était quelqu'un d'assez prodigieux. Quand il venait faire cours, on avait par exemple Aristote, certains textes d'Aristote au programme de l'agrégation. Il venait avec son texte grec et rien d'autre. Et puis, il nous faisait le commentaire comme ça. C'était un philosophe très, très féru de la philosophie antique, d'Aristote essentiellement, et de la philosophie des mathématiques, en se spécialisant sur la naissance de certaines théories des fonctions au XIXe siècle. En même temps, il avait une idée globale de ce qu'était la philosophie, non pas une discipline reine, comme on le croyait à l'époque, je veux dire, mais comme une espèce de discours second qui, sur la base d'une connaissance scientifique, élabore des problématiques de questionnement, de construction de thèse générale. Bon, c'était quelqu'un qui en plus était un très grand orateur et s'intéressait à quelques-uns de ses élèves. Et c'est ce qui m'a entraîné, parce que je m'ennuyais beaucoup dans les cours de philosophie, particuliers à Nanterre, où les élèves de Saint-Cloud allaient. C'était assez médiocre dans l'ensemble. À la Sorbonne, c'était pas tellement mieux. Mais avec De Santi, il m'a fait lire des choses, notamment, évidemment, Husserl, mais surtout Aristote, qui restait pour nous le philosophe. Dans le fond, Platon, pour nous, ce n'est qu'un pré-aristotélicien. Je crois que c'est de là qu'est partie mon envie de comprendre comment fonctionnait le savoir. Et non pas par l'introspection, comme le voulaient les philosophes, en particulier les derniers phénoménologues, mais par l'étude concrète des processus par quoi le savoir se construit dans une société, avec des institutions, etc. Voilà à peu près ce qui m'a guidé dans mes travaux et qui fait un petit peu la spécificité de mon style épistémologique. Est-ce que tu pourrais nous dire comment tu en es venu à travailler sur les articles grammaire et langue de l'encyclopédie et ce qu'il y avait d'intéressant à y trouver? Ça, il faut remonter à l'idéologie de l'époque. Nous sommes à la fin des années 70 et nous avons été les disciples de Foucault. Je vous rappelle que Les mots et les choses paraissent en 66. Bon, c'est plein d'erreurs, mais ça a été, je dirais, l'ouvrage à partir de quoi des gens comme moi ont construit leur parcours. Et qu'y avait-il dans Foucault? L'idée des épistémés, c'est-à-dire l'idée finalement qu'il y avait constitution des champs disciplinaires et interdisciplinaires propres à une époque. Et alors, avec quelques amis, on s'était dit qu'on allait étudier tous les champs d'une époque. Moi, je me spécialisais dans le langage. Il y en a d'autres qui faisaient l'économie, les mathématiques, etc. Et on a été un peu paresseux. On s'était dit que, dans le fond, l'encyclopédie,
représentait bien ces champs disciplinaires d'une époque, hein, et au lieu de se disperser dans une multitude incertaine d'ouvrages, on allait prendre les différents domaines traités par l'encyclopédie et voir comment ça s'articulait. Et il m'est échu le langage. Et comme bien souvent dans les entreprises collectives, c'est tout ce qu'il est resté de notre grand projet, mon édition des articles langue et grammaire de l'encyclopédie. Pourrais-tu nous parler de ton livre, La sémiotique des encyclopédistes? C'est ma thèse de troisième cycle, hein, que j'ai rédigée en même temps que je passais la grecque. C'est un concours absolument insupportable, la grecque. Donc on s'ennuie, il faut faire autre chose. Et donc en 72, mais c'est paru sous une version remaniée en 79. Mais c'est un des ouvrages auquel je tiens le plus. Hein. Pourquoi? Parce que c'est la première fois que je formulais un certain nombre de thèses sur la consistance des champs de savoir. J'ai beaucoup travaillé dans l'introduction, même si ça n'a pas eu l'écho que j'aurais cru, parce que je dirais c'est la première fois que je montrais la cohérence d'un champ de connaissances dans sa constitution, son fonctionnement, ses progrès, ses thèses, etc. Et je crois qu'effectivement, pour moi, ça a été un ouvrage formateur. Je ne vais pas dire que les thèses qu'il développe sont plus importantes que celles que j'ai développées dans d'autres ouvrages. C'est simplement que dans une histoire intellectuelle, le premier livre qu'on fait et puis qu'on publie chez Payot directement, c'est quelque chose qui compte. Est-ce que c'était un ouvrage aventureux à l'époque? Sans aucun doute, parce que d'une part, c'était effectivement quelque chose qui prenait sa source factuelle dans Foucault. Hein. Et si Foucault n'avait pas écrit Les mots et les choses, je pense que l'ensemble du matériau auquel il avait affaire n'aurait pas attiré notre attention. Mais d'autre part, cette attention attirée, il nous est vite apparu qu'il avait lu tout ça très rapidement et souvent il ne dépassait pas les préfaces. Je suis très critique hein, sur Foucault, sur ce Foucault-là, hein, le dernier Foucault, l'homme des prisons, etc., l'homme de l'analyse du pouvoir, du savoir, des rapports entre le savoir et le pouvoir, celui-là est puissant. Je pense que Les mots et les choses, c'est une dissertation de Cagneux, hein, mais qui m'a donné l'envie de travailler sur ces questions. Est-ce qu'il y a des rencontres ou des livres qui ont eu une influence déterminante sur ta réflexion? Il y a eu Foucault, hein, comme je le disais, mais en matière de philosophie, j'ai fait mes études à une époque quand même où on était très mal à l'aise. En France régnait au mieux Husserl et au pire la Vulgate de Heidegger. C'était un peu l'horreur. Donc des gens comme moi s'évadaient en lisant les philosophes anglo-saxons, en faisant de la logique, en faisant des maths, hein, en trouvant que cette philosophie qui se gratouillait indéfiniment la conscience n'avait rien à produire d'intéressant pour le monde. Et donc c'est comme ça que j'en suis venu à l'idée d'analyser le fonctionnement concret des sciences pour avoir une théorie de la connaissance. Alors les sciences du langage étaient là. C'était en plus une période d'énorme développement et de retentissement culturel des sciences du langage. C'était l'époque où d'aucuns n'hésitaient pas à considérer que la linguistique était une science pilote.
sans d'ailleurs avoir la moindre idée de l'ancrage grec de nos connaissances linguistiques. Pour eux, c'était 3 phrases qu'ils retenaient de Saussure, et ça faisait la science très bien pour la publicité, les cours et les articles dans le Nouvel Obs. Est-ce que tu peux nous dire un mot d'Antoine Cuglioli? J'ai pas été à proprement parler un élève de Cuglioli, puisque moi j'étais à Paris 5, donc je suis un élève du vieux Martinet, donc de la tradition structuraliste, hein. Alors que Cuglioli officiait à Paris 7, mais venait en fait de la linguistique anglaise, hein. C'était un prof d'anglais au départ. Et puis, j'ai eu beaucoup d'amis à Paris 7, je me suis rapproché de Cuglioli, j'ai beaucoup discuté avec lui, qui s'intéressait en outre beaucoup et aux théories linguistiques et, comment dirais-je, à la philosophie. Et j'ajouterais que c'est lui qui m'a conseillé de construire une équipe d'histoire de la linguistique. Et c'est même lui qui a donné le titre d'Histoire des théories linguistiques, parce qu'il trouvait que l'histoire des sciences du langage, c'était trop vague et trop plat. Donc nous devons beaucoup à Cuglioli, qui était d'une part un linguiste expert remarquable, mais un esprit extrêmement ouvert, extrêmement théorique, extrêmement curieux. Tellement curieux qu'il ne prenait pas le temps d'écrire. C'est là le problème, hein. Mais oui, Cuglioli, je dirais, en linguistique, ça a été probablement celui qui m'a le plus apporté. Enfin, je ne veux pas dire que mes études chez Martinet ne m'ont pas apporté, hein. Ça m'a appris le b.a.-ba de la phonologie, le b.a.-ba de l'analyse structurale d'une langue inconnue. Mais j'ai eu chez Cuglioli des idées qui ont résonné en moi. Par exemple, l'idée que ce qui fonctionne dans le langage, c'est des opérations. C'est extrêmement fondamental, puisque on a toujours représenté le langage comme quelque chose de plat, en quelque sorte, des morceaux qui s'ajustent les uns aux autres. Et Cuglioli avait l'idée que l'énoncé, dans le fond, n'était qu'un résultat, que derrière, il y avait un processus. Dans ce processus, ce qui était normé et régulier, c'était les opérations. Et ça, je trouve que c'est une idée extrêmement forte. Voilà une des choses que nous a apporté Cuglioli, outre le fait qu'un jour il a dit, mais vous constituez un groupe d'histoire des théories linguistiques et je vous donne un bureau et vous avez le droit à la photocopieuse du département des recherches linguistiques. Et c'est énorme, hein. On ne serait pas là sinon, hein. Est-ce que tu pourrais nous dire un mot concernant les travaux qui se faisaient en linguistique quand tu as débuté tes recherches? Est-ce qu'il t'est arrivé, à toi, de décrire des langues? Évidemment, j'ai fait de la linguistique, j'ai fait des études complètes de linguistique, donc j'ai fait des exercices. Il m'est arrivé de travailler dans des groupes qui décrivaient des langues, en particulier des langues amérindiennes, mais c'est pas ça qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'est de savoir comment on pouvait bâtir une connaissance sur le fait que l'homme parlait. Parce que j'ai vite compris que les grammaires, c'était pas des connaissances simplement, c'était des outils. Ça avait fonctionné comme ça, pour normaliser les espaces de communication, pour transmettre les langues, pour donner des techniques d'appréhension des textes, etc.
Et donc, oui, ça me fascinait de voir quel savoir peut être construit là-dessus et quelles étaient les limites aussi de ce savoir. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, on n'était pas sans penser que la grammaire générative allait nous dire l'alpha et l'oméga de l'essence du langage. Donc voilà ce qui était important, cette idée de passer par la médiation d'une connaissance construite pour arriver à voir comment fonctionnait son objet. Ça peut paraître un peu tordu et obvi comme démarche, mais moi je ne crois pas au contact immédiat des choses. Je voudrais qu'on revienne sur 3 de tes livres, La logique des idées, La révolution technologique de la grammatisation et La raison, le langage et les normes. Ils sont rapprochés dans le temps de leur publication, mais traitent de problèmes assez distincts. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ce qu'ils ont en commun, c'est finalement l'idée de voir la nature du langage au travers des discours scientifiques qu'il a pu occasionner. Dans la logique des idées, ce que j'essaye de montrer, c'est que dans le fond, dès le XVIIe siècle, on avait les éléments d'une nouvelle conception du fonctionnement de la pensée, ce que j'ai appelé la logique des idées, qu'on avait totalement occulté parce que ce n'est pas sans raison. On considérait que d'un point de vue logique, c'était assez faiblard vis-à-vis de ce que l'on a fait au XIXe siècle. C'est pas tout à fait aussi vrai que ça, et en plus, pour un historien des sciences comme moi, rien ne naît de rien. J'ai été un des premiers à considérer que les dites ruptures épistémologiques, c'était un petit peu l'équivalent dans l'histoire des sciences de la génération spontanée dans la biologie, et chacun sait ce qu'il faut penser de la génération spontanée. Donc voilà, retrouver une cohérence et une force dans les textes classiques qu'on considérait assez désorganisés et essayer de montrer qu'il y avait une place pour elle dans l'histoire de la pensée logique, notamment avec des inventions. Je pense que par exemple l'élément neutre, c'est-à-dire quelque chose de fondamental pour le calcul de la logique booléenne, est quelque chose qui a pu être mis au jour dans l'âge classique. Donc, si vous voulez, j'ai cette idée qu'il y a des ruptures, il y a des moments où les champs se réorganisent. Mais je suis anatomiste, moi je suis un vrai matérialiste. C'est-à-dire qu'il y a des noyaux de rationalité qui perdurent au cours de ces réorganisations, quand bien même ils sont affectés par elles. Et c'est ça qu'il faut suivre quand on fait de l'histoire des sciences. Quelque chose que tu as apporté d'absolument original dans le questionnement en histoire et épistémologie des sciences du langage, c'est une ouverture des recherches sur des traditions linguistiques non occidentales et sur des périodes anciennes. Est-ce qu'il s'agissait à l'époque d'une réaction à une conception trop réduite de la linguistique, et quel nouveau questionnement apportait cet intérêt pour la diversité des traditions linguistiques? Oui, alors c'est quelque chose qui n'était absolument pas, comment dirais-je, envisageable. Il y avait bien des gens qui s'intéressaient ce qu'on disait du langage en Chine, ou voire même quelque chose de plus proche de nous intellectuellement
comme l'Inde, mais c'était pas dans l'idée de considérer que ça appartenait à l'histoire des sciences. Et de ce point de vue-là, j'ai été marqué par deux interrogations. Premièrement, on nous montrait qu'il y avait une espèce de rationalité dans le développement scientifique. En quelque sorte que ce qui était inventé venait à son heure et ne pouvait ne pas l'être. J'en suis venu à l'idée qu'il y a de la contingence dans l'histoire des sciences, et en particulier je m'intéressais sur leur développement. Je n'ai jamais vraiment totalement admis le discours triomphateur de la naissance miraculeuse dans le monde grec de la pensée scientifique universelle et tout ce qu'il y a derrière, et j'ajouterais tout ça qui finit dans la philosophie allemande et dans Heidegger, etc. C'était quelque chose pour moi d'insupportable. Et ce qui m'intéressait, c'est de voir comment ça pouvait être ailleurs. Après tout, les Chinois ont une réflexion, on ne peut pas appeler ça philosophie si on est très rigoureux, mais ça n'a aucune importance. Une réflexion abstraite. Hein. Ils ont construit des connaissances sur le langage, ils ont construit des instruments linguistiques. Je ne vois pas pourquoi ça serait moins intéressant que la grammaire de Denis Lecrasse, enfin, qui fait 20 pages et qui est bien sommaire. Voilà un peu dans quoi je me suis lancé. Et j'ai réussi à trouver des amis qui travaillaient dans des disciplines, mais qui en général étaient des érudits. Par exemple, un sinologue connaissait un peu ce qui se passait en matière de langage dans l'histoire de la pensée chinoise. Mais il ne reliait pas ça à ce qui pourrait être en quelque sorte une histoire universelle des connaissances linguistiques. Et c'est là que je les ai incités à travailler ensemble et à essayer de comprendre ce qu'il y avait de commun, ce qu'il y avait de différent, ce qu'il y avait de contingent. Et donc ça a été quelque chose de passionnant pour moi et une grande découverte. Et finalement, c'est pas si mal passé que ça. D'une certaine façon, personne n'a protesté. Ça s'est pas si bien passé que ça non plus, parce que ça n'a pas marqué les esprits. Vous voyez jamais des gens vous dire « Ah ben oui, dans les théories linguistiques chinoises, il n'y a pas de théorie du verbe, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. » Personne ne fait quelque chose qui m'a tenu à cœur, que j'ai essayé de promouvoir avec un succès assez mitigé, c'est l'épistémologie comparée. L'idée que les connaissances peuvent se développer à partir de terreaux différents et selon une historisation différente. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas admis. On est dans l'universalisme le plus complet. Alors que, à un moment donné, je discutais même avec des historiens des mathématiques, comme par exemple mon amie Karine Chemla, qui est une spécialiste des mathématiques chinoises, et on voit bien que l'histoire des mathématiques chinoises n'est pas l'histoire des mathématiques occidentales, et qu'il y aurait quelque chose à faire, à étudier, à comparer, et à partir de là, avoir quand même des réflexions sur ce qu'est l'esprit humain et la connaissance. Voilà ce qui me guide dans la diversité des approches culturelles du langage. Tu as toi-même travaillé sur des grammaires de langues amérindiennes. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'y intéressait ? Pourquoi je m'intéressais aux grammaires des langues amérindiennes ? Parce que j'avais un ami
très proche, qui est Francisco Quechalos, dont c'était le métier. Hein, c'est un élève comme moi de Bernard Potier. Et ça me fascinait parce que je lisais des grammaires des langues amérindiennes ou d'autres langues datant du XVIIe qui expliquaient, par exemple, dans cette langue, il n'y a pas de verbe, il n'y a pas d'article, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Et je voulais voir concrètement comment ça fonctionnait. Et donc, je me suis dit que le plus simple, suivant la méthode de mon maître de Santi, c'était d'aller voir. Et aller voir, on a même publié une grammaire d'une langue amérindienne, la seule qui ait été faite par des Français. Et donc, comme ça, j'aurais pu très bien m'intéresser, je sais pas moi, à la grammaire comparée et essayer d'étudier tel ou tel aspect de l'évolution de tel groupe consonantique. Mais bon, c'était quand même plus drôle, les grammaires amérindiennes. Et puis les gens étaient plus, qui faisaient ça, étaient plus soft, étaient plus ouverts sur la diversité. Voilà. Et donc j'en ai retenu effectivement l'approche. Et j'ajouterais que pendant mes études de linguistique, une grande partie du certificat de linguistique générale consiste à nous apprendre ce qu'on devrait faire si on arrivait dans le contexte d'une langue inconnue. Comment faire pour faire la phonologie de la langue, appréhender les premiers éléments grammaticaux, etc. Ça faisait partie de la formation. C'était en réaction contre les vieux linguistes qui faisaient de la grammaire comparée. Donc ça m'a bien plu, les grammaires amérindiennes, outre que les gens qui faisaient ça étaient des gens remarquables. Il me semble que ce qui distingue ton travail de celui d'autres, ce que tu apportes, c'est une vraie théorie de l'histoire. C'est-à-dire qu'on a l'impression, en lisant certains auteurs, qu'ils relatent des faits, que l'histoire est conçue comme linéaire et univoque, alors que dans ta manière de présenter les choses, il y a par exemple des horizons de projection et de rétrospection qui font que l'histoire est vue de manière beaucoup plus complexe. Ce qui a été notre succès et notre marque, ça a été de faire une histoire avec des points de vue théoriques. Montrer que l'effet brut, ça n'existe pas. Ce qui est la tradition d'ailleurs de l'historiographie française, y compris dans la philosophie de l'histoire générale. Par conséquent, ceux qui se mettent à nous raconter ce qu'était telle petite grammaire ou enchaîner l'histoire comme ça, c'est anecdotique. Il faut regarder s'ils ont dans leur bibliographie des choses qu'on n'a pas, mais l'intérêt de leurs articles va guère au-delà. Donc ce qu'il nous faut continuer, c'est ce point de vue théorique qui fait que pour nous, l'histoire, c'est pas des rencontres d'un esprit vide avec des faits qui subsisteraient en soi. L'histoire, c'est la construction d'hypothèses sur le fonctionnement d'un domaine du réel qui, en l'occurrence, est la connaissance des phénomènes linguistiques. Donc je pense que c'est ça qu'il faut continuer, parce que sinon on va retomber dans l'anecdote et on ne sera plus une discipline. Alors sur quoi s'intéresser ? Je dis, il faut s'intéresser sur l'histoire de la formalisation des sciences du langage depuis, je dirais, les années 30 du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, où je crois que cette formalisation a moins d'importance qu'elle n'en avait dans les années
90-2000, au temps du développement de la grammaire générative. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit que c'est jamais qu'une forme d'exposition, un langage. Et que de ce point de vue-là, quand on décrit quelque chose, on a toujours le choix de son langage. Et quelque part, parfois, je me dis, mais dans le fond, ce qui affiche en l'air la formalisation, l'étude en quelque sorte mathématique, qui a donné lieu au reste à de nouveaux objets mathématiques. La théorie des langages formels, c'est né de la spéculation grammaticale, de même que, je dirais, calcul intégral est né de la physique classique. Donc il n'y a pas lieu de rougir sur le rapport des sciences du langage avec les mathématiques. Mais j'ai l'impression que plus on avance, moins ça a d'importance. Actuellement, je ne vois pas quelqu'un qui ferait sa tasse de thé de dire « Ah, je vais formaliser le langage ». Ça va de soi. C'est quelque chose qui t'importe de ne pas cloisonner les humanités et les sciences dures? Bien sûr, je suis tout à fait contre cette idée de cloisonner, et en particulier parce que derrière, il y a une idée de ce que sont les humanités qui ne me convient pas. Pour moi, les humanités, ce n'est pas des éruditions ou des épanchements d'âme, hein. C'est des connaissances précises, c'est de la philologie, c'est de l'établissement de faits, etc. Donc, non, il y a un continuum de disciplines, et je crois profondément à l'unité intellectuelle de l'esprit. Que vous fassiez, je ne sais pas moi, l'étude de l'évolution du sanskrit classique, ou que vous étudiez les trous noirs, il n'y a pas 36 façons de le faire, c'est toujours le même esprit. C'est une thèse forte, un petit peu idéaliste peut-être, mais qui est tempérée par l'idée que derrière cette unité de l'esprit, il y a la diversité, parce que l'esprit, c'est pas suffisant, c'est qu'une petite partie de la connaissance, puisque pour moi, l'environnement participe de la connaissance. Donc c'est cet environnement qui détermine ce qu'on construit, qui détermine quel type de connaissance on a. Le troisième volume d'Histoire des idées linguistiques se termine chronologiquement autour de 1920. Pourquoi ne pas être allé plus loin? Et s'il y avait eu un quatrième volume, qu'aurait-il été? Il y aura un quatrième volume un jour, soyons-en sûrs. Alors, quel sera-t-il? Justement, si je le savais, je l'aurais fait. Alors pourquoi on s'arrête vers 1920? Parce qu'il me semble qu'il y a une césure, je me suis arrêté avant le triomphe intellectuel du structuralisme. Pourquoi? Parce que dans le monde culturel de l'époque, c'était très difficile de parler du structuralisme avec nos méthodes d'historiens. Nous allions à l'encontre à peu près de tout ce qui se disait sur le fait que c'était de là qu'était née la science, que ceci et que cela. Il y avait encore trop de personnes qui étaient engagées dans la linguistique à partir de là, et c'eût été un combat épique et je dirais pas tellement intéressant. Alors je pense que maintenant on pourrait aller plus loin. Je crois qu'on peut aller maintenant avec des méthodes d'historiens normaux jusqu'à Chomsky, puisque ça aussi c'est fini. Mais moi je suis resté partisan de cette remarque de Hegel, hein, la chouette de Minerve est un oiseau qui se lève au crépuscule. Donc on ne vient qu'après quand on fait de l'histoire. Avec les 3 volumes d'Histoire des idées linguistiques, on voit que tu as réussi à organiser un réseau international de chercheurs
qui travaille sur des questions épistémologiques, des traditions linguistiques diverses et d'époques également diverses. Ces volumes sont en grande partie le résultat de ton activité d'organisation de la recherche, notamment au laboratoire HTL, à la Shell et avec la revue Histoire, épistémologie, langage. Quel avenir vois-tu pour les recherches en histoire des idées linguistiques? Y a-t-il selon toi des égarements à éviter, des voies sans issue, des travaux qui n'ont pas encore été menés? Commençons par le début de ta question sur l'aspect organisationnel. C'est quelque chose qui me tient à cœur à cause de ma conception matérialiste de la science. La science, c'est pas quelque chose qui se fait dans la tête d'un sujet. C'est quelque chose qui se fait dans l'interaction, dans la construction d'institutions. Moi, j'ai toujours pensé que la création de revues, de sociétés savantes, de lieux de rencontre, faisait partie de la création de la science. Et par conséquent, quand j'ai voulu qu'on développe l'histoire des sciences du langage, pour justement avoir une autre idée de ce qu'était la linguistique, il était évident pour moi que ça ne pouvait pas se faire tout seul dans mon coin. Vous savez, moi, je crois à la recherche, je crois à l'institution de la recherche, je crois à l'université, je ne crois pas au petit génie qui invente quelque chose dans son coin. Donc voilà pourquoi j'ai travaillé à faire une revue, une société savante, des congrès, et à réunir des gens qui faisaient ça dans le monde entier. Ça réunit par des voyages, par des congrès. C'est pas venu d'emblée. Hein. Ces gens-là se sont révélés. Il y a un milieu qui s'est créé. Et j'ajouterais qu'il faut donner des vulgates dans ces milieux-là. Et l'histoire des idées linguistiques, c'est un peu ça. Nous autres historiens et épistémologues français, nous avions une idée assez consistante, cohérente de ce que représentait l'ensemble, et ça a été exprimé dans les 3 tomes de l'histoire des idées linguistiques, où je crois qu'il y a 80 collaborateurs. Donc c'est assez diversifié, et en même temps, ça montre que derrière cette diversification, il y a un noyau de rationalité qui s'organise. Qu'y aurait-il à faire dans l'avenir sur l'histoire des théories linguistiques? Je pense qu'il faudrait faire davantage d'histoire comparée. On n'a pas... C'est vrai que c'est un horizon pour tout le monde qui lit les 3 tomes de l'histoire des idées linguistiques, qu'il y a d'autres traditions dans le monde qui ont construit un savoir sur le langage, dans d'autres circonstances, avec d'autres concepts, etc. Mais jusqu'à présent, on n'a pas posé des questions du genre, mais bon sang, qu'est-ce qui différencie, je ne sais pas, au XVe siècle, disons, le savoir occidental sur le langage et le savoir chinois ou japonais ou même indien. Et je dis XVe siècle parce que il me semble que la grande césure dans l'histoire des sciences du langage, et ce qui fait que là-dessus, l'Occident est quelque chose de tout à fait à part, ça a été l'appréhension de toutes les langues du monde à partir d'une seule tradition linguistique. C'est assez frappant. Ça a été effectivement ce qu'on a appelé les grandes découvertes, mais on a eu des grammaires pour étudier les langues, pour donner des instruments aux missionnaires, aux voyageurs, etc. Et là-dessus, l'histoire intellectuelle de l'Occident
n'est pas la même. Imaginez quand même, vous dites en Chine, il y a une diversité de langages énorme. Hein. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait beaucoup de personnes qui parlent le mandarin. Hein. Jamais on s'est intéressé à ça. On sait qu'il y a eu quelques écrits pour aider les ambassadeurs. Mais non, c'est pareil pour l'Inde. Donc, en général, quand se construit une tradition linguistique, et pour des raisons qu'on n'a pas encore très bien compris, c'est auto-centré sur le vernaculaire que les gens manipulent. Hein. C'est assez étonnant de voir que les besoins techniques, par exemple communiquer avec d'autres peuples, etc., c'est pas quelque chose qui est très important, nous semble-t-il maintenant, dans l'histoire de la naissance des traditions grammaticales. Dans l'histoire des traditions grammaticales, ce qui est important, c'est le rapport à un texte, littérature. Il n'y a guère qu'en Occident, à partir des grandes découvertes, à partir des conquêtes, etc., qu'on va faire les grammaires de toutes les langues du monde. Mais peut-être aussi que il se fait que nous ne connaissions moins les détails de la tradition linguistique chinoise et qu'il y avait des tas de petits manuels. Et du côté des choses à éviter, est-ce qu'il y a une manière de faire de l'histoire des théories linguistiques qui te paraît être vaine, faite de questions mal posées? Quel est ton avis? Ce qu'il faut éviter, c'est ce que j'appelle l'historiographie, c'est-à-dire les récits des gens qui racontent leur aventure intellectuelle. C'est pas l'histoire. Ce qu'il faut éviter, c'est un petit peu les amateurs qui trouvent une grammaire en disant « Ah là là, c'est génial !» Vous vous rendez compte, au XVIIe siècle, il y avait une grammaire qui décrivait, ma foi, fort bien cette langue. Évidemment que les gens décrivaient fort bien les langues. C'était de bons techniciens. Donc il faut continuer à travailler avec des protocoles, des outils, et puis, comment dirais-je, il va bien falloir aborder la période du structuralisme. C'est quelque chose d'énorme, où la linguistique a éclaté. D'après ce que les gens de ma génération connaissent, ça n'a pas été si riche que ça intellectuellement, mais bon, c'est à vérifier. Et surtout, empiriquement, c'est à ce mouvement qu'on doit quand même la description de centaines de langues. Donc il y a un travail à faire. Il va falloir aussi évaluer ce qu'apporte ou n'apporte pas de nouveau la formalisation dans les sciences du langage. Moi, j'ai tendance à considérer, parce que je suis aussi un historien de la logique, que depuis le départ, la formalisation est présente. Et une grammaire, c'est une certaine mise en forme, et même si ça n'utilise pas des techniques homogènes à l'écriture des mathématiques, c'est déjà là. Ceci dit, il faudrait voir ce que vaut ce concept de récursivité appliqué à du langage quotidien. Je comprends bien ce qu'il en est lorsqu'on veut construire la suite des nombres, ou qu'on est sur des langages artificiels où les phrases peuvent être infinies, mais moi il m'a semblé que toujours un axiome qu'il faut mettre en avant lorsqu'on parle de notre langage, c'est que c'est fait pour du dialogue et par conséquent ça doit être du fini. Et que c'est ça la caractéristique. Et il me semble qu'il faudrait étudier ça comme ça. Mais bon, ce sont des idées. Je disais tout à l'heure qu'il faut se méfier des vieux qui font l'histoire de leur discipline. Ça veut dire qu'il faut se méfier de mon discours.
c'est tout.